Philippe, bonjour, vous êtes là depuis un moment. Merci d'être ici pour ce nouveau débat, cette discussion avec un thème qui est quand même d'actualité et qui est fondamental, c'est pauvreté, transformer le coût de l'inaction. Je vais vous présenter rapidement les personnes qui vont participer, mais avant, je vais introduire, parce que je me suis rendu compte que ce problème de pauvreté n'est pas nouveau, évidemment, et j'ai trouvé 2 citations du XVIIIe siècle que je voudrais partager avec vous. La première est d'un économiste mercantiliste du XVIIIe, donc Bernard de Mandeville, qui disait « Il est manifeste que dans une nation libre où il est interdit d'avoir des esclaves, la richesse la plus sûre consiste dans une multitude de pauvres laborieux. » Voilà, la première. Et la deuxième, à peu près 50 ans plus tard, de Samuel Johnson, un écrivain britannique, qui dit complètement autre chose. Lui, il dit « La pauvreté est une grande ennemie du bonheur humain. Elle détruit à coup sûr la liberté. » Et elle rend certaines vertus impraticables et d'autres extrêmement difficiles. Voilà, donc vous voyez, le thème est large et on va parler de tout ça. Je vais vous présenter donc les personnes qui vont intervenir. Bon, Philippe Trainard, tout à l'heure, à qui je vais passer la parole, mais on va penser à côté de moi, donc Gilles Bénéplan, qui est docteur en économie, qui a un doctorat de la Toulouse School of Economics, c'est ingénieur des mines, et qui est directeur général du groupe Adélaïde. À ses côtés, Marcello Neri. Marcello Neri est directeur et fondateur du Centre de politique sociale de la Fondation Getúlio Vargas au Brésil. Et il a aussi un doctorat de Princeton et c'est l'ancien ministre des Affaires stratégiques au Brésil. À côté de Marcello, vous avez Angela Serrano, qui est la directrice des partenaires, responsable des partenariats de l'association colombienne Movilizatario, et qui est, pour donner comme elle a fait pas mal de choses dans sa vie alors qu'elle est très jeune, et elle a notamment reçu le Turner Prize for Social Transformation. Bravo. À côté, nous avons Ashwini Kakar, qui est président d'Action internationale contre la faim. Et alors, bon, je ne vais pas lister tout ce qu'il a fait parce que c'est quand même énorme. Il a un nombre de participations à des boards que je ne peux pas, la demi-heure, il passerait. Mais enfin, je dirais juste qu'il a fait l'INSEAD, il est ingénieur en mécanique, et il est le fondateur de Fight Hunger Foundation en Inde. Et maintenant président donc d'Action internationale contre la faim. La Garance Génico, juste à côté de lui, qui est professeur à Georgetown University et qui est un PhD de Cornell et qui est spécialiste de l'économie du développement. Et elle a notamment, dans les travaux récents que je voudrais citer, elle a fait un travail sur la tolérance dans les réseaux sociaux, ce que je trouve particulièrement d'actualité. Et enfin, Philippe Trainard, économiste du Cercle des économistes, et c'est lui qui va avoir la lourde charge de définir le sujet. Bravo. Merci beaucoup. Juste donc brièvement, introduisons le sujet. La pauvreté, un concept simple que nous connaissons tous, que nous pensons tous maîtriser. La réalité, c'est que c'est un concept redoutablement complexe et le côté redoutablement complexe de ce concept tient au fait qu'il n'y a pas une pauvreté, il y a des pauvretés et des pauvretés très multiples. Alors, quand on regarde, c'est quoi ces pauvretés multiples? Eh bien, d'abord, il faut différencier le concept lui-même. Souvent, quand on parle de pauvreté, on parle d'inégalité. Vous voyez, en France, on dit qu'il y a 14,7% de pauvres, et ceci est lié au fait qu'on compte la pauvreté comme les personnes qui ont un revenu inférieur à 60% du revenu médian. Mais ceci est un indicateur d'inégalité, pas de pauvreté substantielle. Alors, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? C'est-à-dire des gens qui ont des privations. Alors, quand on regarde les privations, ce ne sont pas les mêmes personnes, et pourtant on aboutit au même chiffre quasiment. On a abouti à environ à 14% de personnes qui connaissent des privations en France. Je prends l'exemple de la France, on pourrait prendre d'autres pays. Après ça, vous avez la pauvreté objective, et puis la pauvreté subjectif. Je peux me sentir pauvre, ne pas être pauvre, ou ne pas me sentir pauvre et être pauvre. Alors, la pauvreté objective, c'est celle qu'on a calculée, n'est-ce pas? C'est les 14,5% calculés par l'INSEE, l'Office de statistique. Et puis, subjectivement, quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit qu'il y a 19% des gens qui se sentent pauvres. Alors, vous avez aussi la pauvreté subie
et la pauvreté choisie. Pauvreté subie, un chômeur qui n'arrive pas à retrouver son emploi, un handicapé, n'est-ce pas? Puis la pauvreté choisie. Vous avez des néo-ruraux qui partent à la campagne et qui vont avoir des problèmes. Vous avez des religieux qui se retirent de la vie et qui vivent pas de 200 € par mois. Vous avez des immigrés, certaines personnes diront, ben, ils ont choisi de partir de leur pays, n'est-ce pas? Quand on interroge les gens à Tombouctou, vous savez, il y avait eu quel est le taux de mortalité, quelle est la probabilité de mourir qu'une jeune femme à Tombouctou estime quand elle arrive à Tombouctou et qu'elle va traverser plus tard la Méditerranée? 50%. Je ne sais pas si vous imaginez, n'est-ce pas, ce chiffre absolument effrayant. Heureusement, la réalité est un peu en dessous, mais honnêtement pas plus rassurante, c'est 20% à 25%. Et puis vous avez la pauvreté définitive versus la pauvreté transitoire, n'est-ce pas? N'oublions pas que dans le dernier quintile de la distribution en France, n'est-ce pas, les personnes qui y sont une année, par exemple là en 2010, eh bien en 2020, quand on regarde les mêmes personnes en 2020, elles ont vu augmenter leur revenu de 36%, de 36 à 37%. Le revenu moyen français n'a augmenté que de 5%, ce qui veut dire que des gens sortent de la pauvreté, fort heureusement. Mais certaines personnes sont aussi en échec définitif. Alors, tout cela nous amène à penser, bien évidemment, c'est quoi le coût de l'inaction? Ben, le coût de l'inaction, il est très divers, hein, n'est-ce pas? Vous avez un coût économique, des dépenses sociales, une faible productivité, parce qu'on a des gens qui ne travaillent pas, l'absence de recettes sociales de ces gens qui ne travaillent pas, n'est-ce pas? Et puis, vous avez la perte de bien-être. Il y a des personnes, ces personnes, il faut compter une perte de bien-être, c'est une perte économique sèche. La délinquance, l'instabilité politique, n'est-ce pas? Les révolutions peuvent être liées aussi à la pauvreté, les jacqueries, etc. Et donc, il faut agir. Comment agir? Alors, je vais juste donner 4 catégories d'actions qui sont possibles. La première action qui est possible conceptuellement, c'est je réprime la pauvreté. Autrefois, on a condamné la pauvreté, voire on a mis en prison la pauvreté, soit on dit, écoutez, c'est gentil, on va vous donner un peu d'argent pour un an, mais après, c'est fini, c'est terminé. Le problème de cette solution, ben, c'est qu'elle ne marche pas souvent, n'est-ce pas? Qu'elle est extrêmement injuste et qu'elle aboutit à des drames humains absolument effroyables. Alors, deuxième solution, c'est les transferts de revenus. Je pense le sujet purement économiquement. Je transfère des revenus à quelqu'un, n'est-ce pas? 23% des ménages en France reçoivent une allocation logement, 11% reçoivent un minimum social, RSA ou tout autre minimum social comme l'allocation de solidarité. Donc vous voyez, c'est un chiffre pas du tout négligeable. Bien évidemment, reste une question qui oppose la droite et la gauche. Faut-il en donner plus pour être sûr que personne ne reste à côté, ou faut-il en donner moins pour être sûr de ne pas donner à des gens qui ne le méritent pas? N'oublions pas qu'aujourd'hui, une enquête du ministère des Affaires sociales montre que 73% des personnes, qu'ils soient du premier quintile ou du dernier quintile de la distribution, estiment qu'on attribue illégitimement des prestations à des personnes qui ne devraient pas y avoir droit. Et puis, dernier point, eh bien, la pauvreté durable, eh bien, c'est d'abord la solitude d'une mère seule avec 3 enfants, la solitude d'un immigré malade, la solitude de la personne, donc c'est le lien social qui est en cause, et peut-être l'amitié. Merci beaucoup pour introduire. Voilà. Et justement, Garance Génicaud, vous après cette vision théorique, vous avez une vision globale, vous avez travaillé sur ça de façon globale. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des clés pour comment on peut aborder ce sujet? D'abord, je voudrais vous dire que en fait, la diminution de la pauvreté qu'on a observée durant les 20 dernières années globalement, ou de la pauvreté extrême, est une des plus belles nouvelles que l'on a pu observer. Sen déclarait que s'il y a un noyau absolutiste irréductible dans l'idée qu'il y a quand même un noyau absolutiste irréductible de la pauvreté. S'il y a famine et faim, alors peu importe ce que montre le tableau relatif, il y a clairement pauvreté. Et en termes de vision absolue de la pauvreté, donc on parle de 2,15 $ PPP en ligne de pauvreté médiane des pays pauvres, on a vu une diminution extrême. On est passé en 1990, je suis belge, de 2 milliards de pauvres à environ 660 millions 20 ans plus tard.
Il y a eu une petite remontée lors de Covid, mais ça recommence à descendre. Et donc, en dépit de beaucoup de frayeurs sur ce qui va nous venir, ce qui va se passer avec le réchauffement climatique, en général, les nouvelles en termes d'extrême pauvreté sont merveilleuses. Mais en se focalisant sur un seuil de revenus inférieur à celui de 90% de la population mondiale, nous négligeons ce qui se passe pour la majorité de la population mondiale. Cela est important et la majorité du monde ne vit plus dans une extrême pauvreté, mais des milliards vivent encore dans la grande pauvreté. La pauvreté est multidimensionnelle et la pauvreté est nécessairement relative. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Adam Smith écrivait déjà qu'être privé ne veut pas dire non seulement ne pas avoir les commodités indispensables au soutien de la vie, mais aussi que tout ce que la coutume du pays rend indécent pour des personnes respectables, même de la plus basse classe, de ne pas avoir, c'est la pauvreté. Donc c'est une vision relative de la pauvreté qui a été développée par Towson en 1979, puis étendue par Amartya Sen, qui voulait décrire que le bien-être soit évolué en fonction de la liberté des personnes à atteindre de multiples êtres et faire. Donc c'est non seulement des capacités physiques élémentaires comme la nutrition et le logement, mais aussi des réalisations sociales plus complexes, telles que participer à la vie communautaire, pour avoir à paraître au public sans honte. C'est aussi ça, sortir de la pauvreté. Et clairement, les pays reconnaissent que la pauvreté est en partie relative et d'ailleurs la pauvreté, la poverty line, la ligne de pauvreté en France, dans les pays riches est plutôt de 24 dollars ajustés pour le pouvoir de parité, comparé à 2,15 $. Et dans ce cas-là, on parle, quand on utilise ça, 85% de la population mondiale vit en dessous de ce seuil de pauvreté. Et je n'aurai pas le temps de parler du coup de l'inaction, mais Non, on aura largement le temps d'en parler tout à l'heure aussi. Ashwini Kakar, lui, vous avez une vision aussi globale et sur cette pauvreté, puisque vous présidez un mouvement qui est mondial. Et est-ce que vous pouvez me donner un peu justement les conséquences de cette inaction et puis les solutions peut-être? Merci. Les solutions. Merci. Je vais essayer de partager les chiffres globaux et avec un format headline et malheureusement en anglais, s'il vous plaît. Environ 10% de la population du monde survit avec moins de 2 € par jour. Et si on élargit à 10 € par jour, 60% de la population du monde, c'est-à-dire 5 millions de personnes, vivent avec moins de 10 € par jour. Imaginez de faire cela vous-même. Je ne veux pas que vous l'essayiez véritablement, mais si vous donnez 10 € le matin pour voir ce que vous pouvez faire avec ces 10 € pour finir la journée, vous allez connaître la situation de 60% du monde. Évidemment, cela permet aux personnes de réfléchir différemment sur leur nourriture, leur eau, leur logement, leurs vêtements. Un des chiffres incroyables, c'est que 20 000 personnes meurent à cause de la malnutrition et de la faim tous les jours, c'est-à-dire 14% qui meurent chaque minute. Si j'ai 4 minutes pour parler, 56 personnes vont mourir pendant mon intervention. Donc, en regardant l'infrastructure, 2 milliards de personnes n'ont pas l'accès à l'eau dans leur maison, ni l'assainissement de base chez eux. Et 1 million
1 milliard de personnes vivent sans électricité. Imaginez cette vie, pas d'eau, pas d'assainissement, pas d'électricité. Quel espoir ont-ils pour la vie? Si on regarde l'éducation, presque 1 milliard de personnes ne savent pas lire ou écrire ou même signer leur nom. 2 tiers de ces milliards sont des femmes. Et quel budget serait nécessaire pour éduquer le monde? Sachez que si vous éduquez tout le monde, ça coûterait moins d'1% des dépenses mondiales sur les armes. C'est tout à fait choquant qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Évidemment, il y a d'autres questions autour de la pauvreté. La santé, à peu près 40% du monde n'a pas accès aux soins de santé. C'est également très choquant. 100 millions de personnes ne peuvent pas sortir de cette pauvreté. Il y a quelques solutions simples. Est-ce qu'on peut rendre la vie frugale attirante? Ce serait vraiment fantastique. Comment est-ce qu'on peut prévenir le gaspillage des aliments? Il y a plus d'1 milliard de tonnes d'aliments qui sont gaspillés chaque année. Il y a 100 milliards de vêtements qui sont jetés dans les déchetteries chaque année. 12 par personne. Chaque personne jette 12 par an. Pour l'eau potable, nous encourageons chaque gouvernement qui collecte des impôts doit fournir de l'eau potable dans les robinets et pas dans les bouteilles en plastique. Ce serait un vrai progrès pour nous. Et est-ce qu'on ne peut pas éduquer tout le monde avec 1% qu'on dépense sur les armes? J'encourage tout le monde à regarder cette taxe minimum de 15% sur les entreprises. Et s'il nous manque des fonds, on pourrait peut-être faire une taxe d'1% de richesse ou un autre outil proposé par des économistes. Mais tous les très beaux cerveaux ici, je vous encourage à développer un nouveau modèle économique pour tout réajuster, pour lutter contre l'inégalité de la pauvreté. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Il y a un prix Nobel qui attend la personne qui pourra proposer un nouveau modèle économique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, ça permet une transition facile parce qu'on voit que les solutions sont aussi dans la société. Et Angela Serrano, avec Mobilizatorio, vous essayez de mobiliser la société civile. Et donc, expliquez-nous un peu l'importance de responsabilisation, comment vous travaillez pour ça. Merci. Après ces informations, ces données, je peux juste dire que nous vivons dans un monde où les structures complexes forment nos interactions quotidiennes, mais perpétuent les inégalités. Aujourd'hui, en Amérique latine, 32% de la population vit dans la pauvreté. 200 millions de personnes de vie. Ça pourrait être les mêmes personnes montrées par Ashwini. Nous devons faire face à ces défis. Il faut transformer les idées en action et permettre au pouvoir collectif de sortir de l'ombre. Nous travaillons dans un laboratoire et nous mettons les personnes au centre des lieux de prise de décision. Nous avons pouvoir toucher plus de 200 millions de personnes et je ne vais pas rentrer dans les détails des données, mais je veux vous dire que nous avons vu que le pouvoir collectif peut impacter le changement. Dans les temps de division, comme en 2021, où on avait des grèves importantes en Colombie, on a développé des plateformes
d'outsourcing pour que les gens puissent proposer leurs solutions et cela fait partie du plan de développement national de la Colombie. On change les attitudes d'aller de la protestation vers la proposition. On a formé 12 000 d'influenceurs, journalistes et enseignants dans les zones rurales et urbaines pour enseigner la capacité de lire pour autonomiser les gens. Il faut cela pour avoir une réalité partagée. On a pu augmenter les compétences de lecture de 30%. Il y a des professeurs dans les zones rurales qui améliorent la vie de leurs élèves et de leurs familles. Nous savons que la transformation d'idées en actions nécessite des voix, des actions. Depuis 2017, on était dans un bus avec des représentants des communautés locales en Europe pour que leur voix soit inclue dans les zones de prise de décision telles que la COP. L'année dernière, un de ces représentants, pour la toute première fois, a fait le discours d'ouverture de la COP. On militait pour eux, pour qu'ils puissent être à la table de prise de décision, ces décisions qui allaient tellement les impacter. Les communautés avec lesquelles nous travaillons travaillent sur les questions les plus urgentes. Et l'idée, c'est de continuer à construire ces voies puissantes pour éviter que l'inégalité impacte nos vies sur tous les niveaux professionnels et de l'éducation écologique. C'est possible d'agir, il faut agir de manière collaborative et transformer les idées en action. Merci. Vous avez une expérience énorme, vous avez supervisé plus de 60 études sur les problèmes de pauvreté. Et justement, l'État, les structures publiques, que peuvent-elles faire? Merci. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Mes collègues ont parlé du besoin de changer, de transformer le coût de l'inaction par rapport à la pauvreté, de changer le modèle économique, changer la mobilisation, augmenter le coût de la guerre. Et ici, je vais explorer le lien politique. Comment rendre les marchés électoraux plus sensibles aux pauvres? On voit qu'il y a beaucoup de résistance, surtout si l'on regarde la pauvreté en tant que thème large, la lutte contre la pauvreté. Je vais examiner quelques caractéristiques du cas brésilien. Si on regarde un graphique de la pauvreté monétaire, même si vous connaissez peu de choses, vous allez comprendre où se trouvent les élections. Toutes les élections présidentielles, depuis 40 ans, on voit la pauvreté qui tombe. Mais dans les années post-électorales, la pauvreté augmente. Je ne propose pas d'organiser des élections chaque année, mais même si ça pourrait aider, il y a ce cycle qui est clair, qu'on peut voir à l'œil nu. On voit que les transferts sociaux augmentent de 23% dans une année électorale et encore plus pour les personnes qui n'ont pas encore le droit de la vote, qui sont trop jeunes. L'éducation diminue pendant l'élection. Il y a des opportunités politiques qui sont liées au fait que les enfants, qui sont le segment le plus pauvre de la société, ne votent pas, et donner le droit de vote aux maires pour les enfants serait aussi une solution. Mon deuxième point, je ne pense pas que c'était un accident. Le Brésil a introduit le vote électronique en 1998. Auparavant, les personnes illettrées, lorsqu'ils votaient sur papier, pourraient raturer et ça invalidait les votes. On a introduit
vote électronique, il y a une limite, la taille de la municipalité. Ça crée une expérience pour identifier les faits, et ce que l'on voit est que les votes invalides ont été coupés en deux. Donc, il fallait intégrer les pauvres et les illettrés dans le marché électoral, et cela a augmenté les dépenses publiques sur la santé pour ces personnes. Le revenu moyen des personnes illettrées a doublé par rapport au revenu moyen. On a vu la pauvreté baisser pendant 13 ans de suite au Brésil. Ce n'est pas lié au cycle électoral, mais la tendance est présente même dans les indicateurs structurels. Le message principal ici, c'est que nous devons essayer de rendre les marchés électoraux plus sensibles aux pauvres, et de cette manière, la pauvreté baissera de manière continue. Alors, Gilles Bénéplan, on est aux rencontres économiques d'Aix, donc parlons marché. Qu'est-ce que le marché? On a parlé de la société, on a parlé du système politique. Qu'est-ce que le marché peut faire? Comment il agit? Bon, il est clair que le secteur privé n'est pas en première ligne. Hein. Ça a été très bien démontré par tous les gens qui ont parlé avant moi. Pourtant, il ne faut pas négliger, le secteur privé n'a pas un rôle mineur. Il est évident que d'avoir un emploi salarié, c'est un pas important vers la sortie de la pauvreté. Au plan pécuniaire, c'est évident, mais pas seulement. C'est aussi très important pour la confiance en soi, c'est aussi très important pour les interactions sociales. Mais pour cela, il faut que les entreprises, et là, mon propos est un peu centré sur la France, pour cela, il faut que les entreprises puissent embaucher des personnes vulnérables, et donc des personnes avec un niveau d'employabilité assez faible. Et si on veut que les entreprises fassent ça, il ne faut pas que tous les emplois de ce type aient été offshorés, aient été délocalisés dans des pays à bas coût. Donc il faut garder sur le territoire une capacité d'embaucher, j'allais dire, des premiers niveaux de qualification. Si on connaît aussi, et ça a été très bien expliqué, le problème du logement, le coût du logement, il est préférable que ces emplois de premier niveau ne soient pas dans des zones où le marché du logement, le marché des loyers est très tendu. Et donc, la région parisienne est un mauvais exemple pour cela. Après, bien sûr, quand on est dans ces premiers niveaux de qualification, il faut éviter la rechute, il faut éviter le retour vers la pauvreté. Et il y a une solution qui est très efficace, mais qui est très difficile à mettre en œuvre, mais qu'il faut mettre en œuvre, c'est la formation. Les entreprises doivent consacrer des moyens à former les premiers niveaux de qualification pour que ces personnes puissent évoluer vers des jobs mieux rémunérés, plus valorisés. Il faut bien voir aussi que toutes ces initiatives sont bonnes pour la société, mais elles sont aussi bonnes pour les entreprises. On a aujourd'hui un marché de l'emploi qui est tendu, et sur ce marché de l'emploi tendu, avoir accès à plus de main-d'œuvre, c'est important. Par ailleurs, la plupart des entreprises françaises font face à une montée du turnover, à une montée de l'absentéisme, et la formation, c'est si ce n'est le meilleur moyen pour lutter contre ça. Quelques réflexions maintenant sur le rôle de la microassurance et de l'assurance. Commençons par la microassurance. Au contraire de ce qui se passe dans les pays en voie de développement, la microassurance n'a quasiment pas d'impact en France. Hein. Il y a quelques initiatives qui ont été faites par les associations, Entrepreneurs pour la Cité. Il y a quelques assureurs qui ont essayé de faire quelque chose dans ce domaine, mais ça a été très peu d'impact. Au contraire, l'assurance joue un vrai rôle dans le maintien dans un état loin de la pauvreté. Alors, sans rentrer dans la technique de l'assurance, l'assurance a pour but de réduire la volatilité du futur, d'avoir un futur plus sûr. Et l'assurance le fait
par la mutualisation des risques. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a vraiment deux grandes familles d'assurances. Ce qu'on appelle les assurances de biens et de responsabilité. Ces assurances de biens et de responsabilité protègent contre les effets négatifs sur le patrimoine. Bon, c'est évident qu'on pense au logement dans le cas des catastrophes naturelles. Je finirai par les assurances de personnes qui ont un impact vraiment positif sur les personnes les plus précaires. En France, avoir une assurance santé complémentaire, c'est une condition sine qua non d'avoir un bon accès aux soins. Et à la fois, les entreprises sont obligées depuis 2016 de proposer, la plupart des entreprises, ce type de contrat à leurs salariés, mais il y a aussi des systèmes comme la complémentaire santé solidaire, la fameuse mutuelle à moins d'1 euro par jour, qui permettent d'avoir cet accès. Bon, les deuxièmes sont sur les contrats à prévoyance, ou qui protègent très bien contre les accidents de la vie, les accidents personnels, qui peuvent donner des rentes éducation. Et puis, je finirai par la partie épargne, où même si les entreprises ont mis en place quelques dispositifs d'épargne collective, ils n'ont pas vraiment un impact très fort sur l'épargne des plus pauvres, puisqu'il y a toujours des moyens justement de sortir de l'épargne parce qu'il y a des besoins de consommation très forts. Voilà ce que je voulais dire sur ces 2 points. Merci beaucoup. Là, ce qui paraît clair là-dessus, c'est qu'en fait, on a 2 notions qui sont à la fois la pauvreté et la misère, qu'on mélange un peu dans une même conception, puisque la pauvreté d'un salarié, même mal payé, n'a rien à voir avec un habitant du Bangladesh qui va gagner $3 par jour. Donc la question, c'est est-ce que les solutions, je vais commencer peut-être par Garance Génico, est-ce que ces solutions sont les mêmes pour les 2 formes de pauvreté et de misère? Ou est-ce qu'il faut vraiment les différencier? Je dirais que même aller plus loin, il n'y a pas une solution, en dépit du souhait de la Banque mondiale ou de nombre d'organisations internationales qui adoreraient trouver un marteau qu'ils peuvent utiliser sur chaque clou. Résoudre les problèmes de la pauvreté sont très difficiles. Pauvreté et misère sont différentes. Quand on parle de malnutrition, on parle de quelque chose de différent de quand on parle d'isolation complète et de troubles à entrer dans la société et trouver un travail. Mais j'irais même plus loin que c'est très difficile de trouver une politique qui marche partout et qu'on peut juste implémenter sans y réfléchir. Il y a pas mal d'essais qui ont été faits. Je dirais même qu'en parlant de la microassurance, par exemple, les essais de microassurance ont été très décevants. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de demandes au niveau de microassurance. Quand on le donne gratuitement, on voit que ça aide beaucoup de fermiers dans beaucoup de pays en voie de développement, mais la demande n'est pas là. Par contre, tout ce qui est assurance au niveau santé, le Rwanda a adopté une couverture au niveau national. En Inde, il commence à y avoir une couverture de base. Semble avoir beaucoup d'effets, mais avec comme on le sait trop bien dans de nombreux pays, beaucoup de difficultés à trouver la juste mesure entre gaspillage et couverture. Philippe ? Oui, je voudrais dire à propos de la microassurance qu'il faut juste faire attention à un point. Nous avons une vision de la microassurance qui est dictée par la vision de l'assurance occidentale, avec notamment, comme vous le disiez, la santé qui est absolument fondamentale. Mais il faut voir que si je me tourne vers l'Afrique, ce n'est pas d'abord la santé qui est fondamentale. Par exemple, quelle est la microassurance qui marche? C'est la microassurance des funérailles. Parce que pourquoi? Si vous n'êtes pas capable, selon les règles traditionnelles, de faire les funérailles que vous devez faire, eh bien vous êtes coupé de votre famille au sens large. Et si vous êtes coupé de votre famille au sens large, votre vie est au bout d'un couteau, c'est tout. Douala est plein de pauvres gens qui n'ont pas pu payer les funérailles d'un membre de leur famille. Et ils sont dans des conditions de misère et de danger extraordinaires.
Monsieur Achevalier-Cacard. Alors, j'ai deux, trois petites choses à dire. Alors, la première chose, c'est que artificial intelligence is on the L'intelligence artificielle est sur le point de dépasser l'esprit humain. Et c'est un phénomène très intéressant que nous voyons. Et donc, il va y avoir le remplacement de la main-d'œuvre humaine. Ça nous amène également un certain nombre d'inégalités technologiques. Et il y a également une inégalité liée au genre. Mais le plus grand problème pour nous tous dans le monde aujourd'hui, c'est le problème climatique. Et nous ne le regardons même pas. Et pourquoi? Parce que l'Homo sapiens est sur le point de disparaître si nous ne prenons pas ce problème vraiment au sérieux. Nous sommes occupés avec notre petite guerre, avec ceci, avec cela, les élections et Dieu sait quoi d'autre. Mais je dis que, à moins de résoudre ce problème de façon collective, tous ensemble, les deux guerres que nous voyons ont déjà renvoyé dans l'atmosphère un demi-milliard de tonnes de CO2, un demi-milliard juste à cause de ces deux guerres. Et je crois que nous avons réellement besoin de penser et de réfléchir ce sujet. Donc, ce monde a suffisamment de choses pour répondre aux besoins de tous les humains, mais pas pour répondre à toute l'avarice. Donc, nous devons regarder ce problème-là pour pouvoir avancer. J'aimerais ajouter que je réfléchissais sur ce que tout le monde partageait et du point de vue colombien. Nous avons donc un projet avec des jeunes pour comprendre l'impact des accords de paix dans leur vie tous les jours. Et nous sommes allés voir comment est-ce que nous mettons les choses en place. Et j'ai dit, s'il faut d'abord, nous devons nous assurer que nous avons de l'alimentation, que nous avons mangé, que nous avons une éducation, que nous avons accès à la santé, que nous soyons en bonne santé mentalement et physiquement, que nous puissions apprécier nos espaces, toute sécurité. Donc, ils nous ont ramené à tous ces besoins de base qui réfléchissent également à l'effet de la pauvreté. Donc, en Amérique latine, donc, il y a un véritable effet lié à la pauvreté. Et c'est vraiment toutes les choses que nous considérons comme acquises ne sont pas fournies. Beaucoup de gens en Amérique du Sud, quand vous dites qu'il y a des gens qui meurent de faim, ça veut dire qu'il y a également des Colombiens qui meurent de faim, des enfants jeunes. C'est quelque chose à laquelle nous devons également réfléchir. Marcello, si je parle de la transformation de la pauvreté en action, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en meilleure position qu'il y a une vingtaine d'années. Nous avons des indicateurs sociaux globaux comme NDT, le SDG, donc la croissance de développement durable. Nous savons que pour chaque pays et quelquefois pour des parties du pays, et donc nous savons beaucoup de choses sur les problèmes que nous ne connaissions pas avant. Quand nous faisons une comparaison de les classifications ou pour les pays, nous regardons les chocs systémiques subis par tout le monde. C'est quelque chose de très difficile à assurer. Mais donc, il y a des personnes ici qui ont parlé de micro-assurance. Nous avons besoin de micro-assurance pour que le système puisse fonctionner. C'est quelqu'un donc avoir un choc délétère. C'est quelque chose qui va au-delà de ces efforts et qui ne peut rien faire. Donc je voudrais savoir surtout aujourd'hui, et c'est une question pour mes collègues ici, que on peut parler de la possibilité de numérisation des offres là où ce n'était pas faisable auparavant. Quand la micro-assurance va réellement répondre à sa promesse. Peut-être que vous allez devenir
mieux placé pour... Je suis complètement d'accord avec votre approche. En fait, j'étendrai la notion de micro-assurance à l'accès à des moyens financiers. Hein. On voit, il y a eu beaucoup d'études, d'Estelle Duflo en particulier, qui ont montré que quand on avait accès à des moyens financiers, c'est-à-dire de pouvoir simplement transférer de l'argent avec son téléphone, faire des petites épargnes avec son téléphone, on s'éloigne plus vite de la pauvreté. Parce que c'est un outil qui contraint un peu la personne à faire justement de l'épargne, alors que dans des situations de pauvreté, on a évidemment plutôt tendance, quand on a un petit peu d'argent, à le dépenser. Mais il faut faire un peu d'épargne pour acheter un outil, pour acheter des choses. Donc je pense que votre point sur la micro-assurance est totalement juste. Et je pense qu'il faut quand même l'étendre à l'ensemble du monde de la finance. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les outils modernes peuvent être un outil pour lutter contre la pauvreté, mais en même temps, c'est un outil qui exacerbe la notion de pauvreté. Donc comment peut-on à la fois avoir le bien et le mal dans ces outils qui, d'un côté, permettent aux gens de se comparer en permanence avec des gens qui sont beaucoup plus riches qu'eux et de savoir ce sentiment de pauvreté, et en même temps, peut-être leur donner un moyen de s'en sortir. Qui veut... Alors, il y a aussi la question de l'inégalité. The total wealth in the world Toute la richesse dans le monde, donc il y a 500 trilliards de dollars, et donc le milliard. Donc là, on ne parle que de revenus privés. Et dans ce type de situation, je crois que le gouffre se creuse et la définition de la pauvreté change de façon dramatique. Si vous regardez par le gouffre entre le monde rural et le monde urbain, donc il y a 3 milliards de personnes qui sont en pauvreté rurale, et c'est ce qui se passe quand il y a des élections, et donc on est les grandes villes contre les zones rurales, etc. Et donc je pourrais dire que ces facteurs, comment est-ce que nous arrivons à avoir accès à ces milliards qui permettent d'éliminer les problèmes dans le monde? Les politiciens doivent réfléchir là-dessus et collaborer avec l'homme de la rue pour être sûr de trouver les bonnes réponses. Oui, Garance Desnicos, que vous avez fait une étude en plus aussi sur les réseaux sociaux, donc ça... Et donc, je pense que là, ici, nous parlons du coût de l'inaction. Et je crois qu'un des grands coûts de l'inaction, c'est le concept. Un des gros problèmes de l'inaction, c'est le fait qu'il y a des pièges à la pauvreté. Il y a des forces qui font qu'une fois qu'on est pauvre, il est difficile d'en sortir. Et il y a certains de ces pièges à la pauvreté au niveau de la personne ou au niveau du pays ou au niveau de la communauté qui sont de façon absolue. Quand on est très pauvre, on devient malade, on devient faible et c'est d'autant plus difficile d'en sortir. Et certains ont à voir avec ces concepts de pauvreté absolue, mais il y a aussi des tas de pièges en termes de pauvreté qui ont à voir à obtenir les ressources pour pouvoir s'en sortir, obtenir un crédit, obtenir un boulot, obtenir... Et s'il y a certaines forces qui ont à voir avec être en dessous d'un niveau de pauvreté relative, dans ce cas-là, ce concept de pauvreté doit nécessairement être relatif. Aussi, il y a des pauvretés qui ont à voir avec les frustrations et les aspirations. En termes de quand les inégalités grandissent, les aspirations des gens ont tendance à augmenter plus vite que leur niveau de vie. Et dans ce cas-là, il y a une frustration qui monte, et c'est quelque chose qu'on observe très clairement dans de nombreux pays, avec des répercussions électorales qu'on voit très nettement ici et ailleurs.
Donc, il y a vraiment besoin et en plus, un dernier coup de l'inaction, c'est évidemment la transmission intergénérationnelle de la pauvreté qui fait que quelqu'un qui est pauvre aura tendance à avoir des enfants qui sont pauvres et alors avoir un coup de toute une génération qui est affectée par un niveau de pauvreté. Et vous parliez de guerre. Okay. En après-guerre, dans beaucoup de pays européens, quand il y a eu en fait un choc énorme ou la crise financière aux États-Unis, ce sont des moments où la société s'est un peu réveillée et a décidé qu'il fallait un peu investir dans un social compact et enfin essayer d'améliorer un peu les choses, la couverture sociale et aider la pauvreté. Et je crois que peut-être on devrait essayer d'éviter une autre guerre, peut-être d'éviter une autre catastrophe et enfin se réveiller et pas attendre que quand on est riche, on se rend compte que finalement on peut être affecté aussi, mais peut-être se rendre compte qu'on ne peut pas vivre dans une société comme ça. On ne peut pas accepter, on est une société, on est un monde riche, on est une société riche, peut-être qu'il nous faudrait même un Global Social Compact, mais il est temps d'agir, non? Angela Serrano, vous vouliez intervenir? Si, thank you so much. Merci beaucoup. Là, pour revenir en Amérique latine, il faudra 11 générations pour que quelqu'un sorte de la pauvreté. Et je voudrais ajouter qu'en Colombie, 43% de toute la population a le sentiment que le système fonctionne, le système économique fonctionne à l'heure actuelle. Et le fait que vous êtes pauvre, n'avez pas de moyens, pas d'éducation, c'est dû donc aux propres personnes plutôt qu'à l'infrastructure. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler pour que cette autre branche de la population donc comprendre que lorsque nous devons comprendre, apporter de meilleurs moyens. Donc une fois que les gens donc il n'y a que 13%, donc ce sont des gens qui sont avec nous. Et nous devons donc faire comprendre à ces gens qu'il faut. Le système fonctionne pour eux. Donc c'est quelque chose. Donc c'est pas juste au niveau le plus élevé, mais donc c'est un niveau où les gens sentent moins de connexion. Deux petits points. Un sur ce que Carence a dit. L'idée du coût de l'inaction. Nous avons des grands chiffres ont été donnés, mais ça revient en fait à une seule personne, ou la personne en elle-même. La fin de la pauvreté n'est que le début. Vous devez vous encourager dans un processus continu. Mais au Brésil, ça représente peut-être 2% du PIB. Pour faire donc la première distribution, c'est le coût de l'opportunité. C'est ce qu'Angela vient de dire. Il faut 11 générations de Colombiens, et c'est la même chose au Brésil, pour sortir de la pauvreté. 11 générations. Nos pays, donc 500 millions, donc, et nous en parlons de la moitié. C'est un coût très élevé et une perte d'opportunité. Donc ce serait assez facile à gérer. Alors j'aime bien les grands chiffres, mais je crois qu'il faut également avoir les petits chiffres qui rendent les choses faisables pour pouvoir gérer le problème. Et quelquefois, sur notre continent, en Amérique latine, la plus grande inégalité du monde, tout d'un coup, l'égalité commence à chuter. Maintenant, elle ne chute plus. Mais ce processus était déjà produit par le passé. Il arrive avec le micro. Le micro arrive. Oui, je vous rejoins tout à fait quand vous soulignez que le coût de la pauvreté, il est également politique. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la menace de la démocratie. Et ceux qui menacent la démocratie, d'ailleurs, c'est ceux qui s'apprêtent à déclarer la guerre des pauvres contre les pauvres. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est temps d'imposer le partage, surtout auprès de ceux qui vivent dans des mondes où le luxe est sans pudeur.
Garance, Nico, vous voulez réagir? Oui, je voulais juste dire à propos du ressenti des chances. Aussi, ce qui est absolument incroyable, il y avait une expérience dans un pays en Latine-Amérique où des gens avaient reçu ce qui équivalait à un appartement. Donc, c'était équivalent à gagner la loterie. Okay? Et quand on leur posait la question avant ou après, ceux qui avaient gagné, combien ils pensent que c'est la chance vis-à-vis, comparé au mérite, qui détermine là où on est dans la vie, ceux qui avaient gagné la loterie augmentaient l'importance qu'ils donnaient au mérite. Donc on oublie, quand on est né dans un pays riche, quand on est né dans une catégorie privilégiée, on oublie qu'il n'y a absolument pas de notre mérite, on a eu de la chance et qu'on pourrait faire avec moins et qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Une question ici. Oui, j'aimerais commencer par reprendre un mot de ce matin qui était la solidarité est rationnelle. Et ce panel le démontre. Et d'ailleurs, je pense que même en utilisant des méthodes telles que vous les utilisez, Garance, des modèles où on étudie la diffusion dans un graphe de concepts qui ont un impact majeur et qu'on modélise la société en disant dans cette dimension économique, sociale, politique, quelles sont les sources d'instabilité. La pauvreté, notamment dans sa dimension relative et inégalité, a un impact majeur. C'est un risque que tout assureur est capable de comprendre, de quantifier, même avec ces outils modernes. Et maintenant, si je me tourne vers la salle et je regarde le nombre de chemises blanches comme la mienne, le nombre de costumes, combien il y a d'entreprises dans la salle? Pourtant, l'entreprise se dit rationnelle. Quel est ce gap? Je ne me l'explique pas. Ah, c'est une question pour vous. Non, mais votre analyse est juste. Moi, je voudrais faire une remarque. Quand on est dans le monde de l'entreprise, il y en a... Et quand on a dans l'industrie dans laquelle je suis, on a des sujets de travailleurs pauvres, on se sent une responsabilité de faire quelque chose là-dessus. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est... le thème, alors c'est un peu facile ce que je veux dire, c'est relier les mondes. On n'a pas l'impression que le monde du public et le monde du privé sont reliés. Chacun cherche ses solutions. Il y a très peu de solutions hybrides et il y a très peu de recherche de synergie. Et on sait bien que, c'est ce que j'ai dit en introduction, le premier combat sur la pauvreté, c'est les associations, c'est l'État. Mais si on veut faire une sortie durable, il faut travailler plus tôt dans le process avec les entreprises. Mais les entreprises sont totalement conscientes de ça, comme elles sont totalement conscientes du problème climatique qui joue énormément. Mais on a l'impression que les injonctions sont souvent très administratives. Et ce n'est pas des recherches et des solutions qu'on cherche à bâtir ensemble, hein, public-privé. C'est plutôt des normes qu'on impose pour influencer, pour faire des incitations par la réglementation et par la conformité. Je vois qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Je pense que je voulais d'abord vous remercier. Je veux dire que moi, une petite conclusion, mot de conclusion juste, c'est que moi, je suis vice-président d'une association qui s'appelle Reporters d'Espoir. Et j'espère que cette réunion en a donné un petit peu, parce qu'on voit quand même qu'il y a des pistes à sortir, il y a de l'action à faire. Et j'aime bien la citation effectivement de Gandhi sur ce monde qui est assez riche, qui peut nourrir tout le monde, mais pas la cupidité de certains. Et donc je vous remercie tout le monde, tout le panel, et vous remercier d'être venu discuter de tout ça. Merci beaucoup.